En 2025, la France comptait 2,5 millions d'investisseurs. C'est une hausse de plus 21% par rapport à l'année précédente 2024. Et donc, dans ces 2,5 millions d'investisseurs, vous avez deux grandes catégories. La première, c'est les investisseurs dits bons pères de famille, qui sont des gens généralement plutôt âgés. Et donc eux, ils possèdent environ 40 à 50% en moyenne de leur portefeuille sur des actions françaises. Et vous avez la jeune génération, dont je fais partie, qui, elle, possède en moyenne entre 20 et 30% de leur portefeuille sur des actions françaises. Sauf que le marché français représente seulement 3% du marché boursier mondial. Donc les Français sont surpondérés de manière massive aux actions françaises. Ce qui est cohérent parce que, évidemment, en tant que Français, on a plus tendance à investir dans les actions de son pays. Mais ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est cohérent et quel risque on peut avoir à être surpondéré en France. Alors pour commencer, on ferait bien de regarder de quoi est composé le marché boursier français. Notre indice principal, c'est le CAC 40. Tout le monde le connaît en bien ou en mal, mais en tout cas, le CAC 40 est notre indice principal, un peu comme le S&P 500 en France. Alors cet indice-là, il est composé à 35% de valeurs de luxe, on peut appeler ça, comme LVMH, Hermès, etc. On en a vraiment plein en France. Ensuite, vous avez 25% qui est partagé entre la défense et l'industrie, où là on est effectivement aussi très fort. Ensuite, vous avez 12% sur la finance, donc nos grandes banques, etc., BNP, tout le bordel. Et ensuite, vous avez 10% en santé. Et le reste se partage entre l'énergie, les services, donc Carrefour, toutes ces choses-là. Voilà. Si on regarde les performances sur les 5 dernières années, le S&P 500 a grimpé de plus 90% en 5 ans, tandis que le CAC 40 a grimpé de seulement, entre guillemets, 45% en 5 ans. Donc ce qui est 2 fois moins en gros. Et donc si on dézoome sur 30 ans pour vraiment voir le long terme, le S&P 500 est à plus 10%, quasiment 11% par an, tandis que le CAC 40 est même pas à 8% par an sur 30 ans. Donc la différence est colossale. Hein, sur le long terme, si vous avez rien que 1%, ça change totalement votre performance sur votre portefeuille. Et donc il faut qu'on essaye de comprendre pourquoi il y a une telle différence. Alors, si le marché américain défonce tout le monde au niveau des performances sur le long terme, mais pas que la France, mais le monde entier, c'est parce que les Américains possèdent déjà les meilleures valeurs, les meilleures boîtes au monde dans les secteurs qui ont la plus forte croissance. Je parle notamment de technologie, hein, où vous avez Nvidia, vous avez Microsoft, nos fameuses GAFAM, etc. Et vous avez vraiment toute la technologie mondiale qui est concentrée, si vous voulez, aux États-Unis. En tout cas, toutes les entreprises innovantes, donc ce qui tire énormément l'économie américaine, mais vous avez aussi d'autres causes. Par exemple, la mentalité américaine qui fait que, enfin vraiment, les Américains vivent dans un autre monde. Vous voyez, un Américain de classe moyenne qui gagne 200 000 $ par an, parce que là-bas c'est comme ça, ils ont un autre niveau de vie que chez nous en Europe, bah, les mecs, quand ils vont en course, ils achètent pour 1000 $ de course, vous voyez. Enfin, quand ils vont acheter un sac à main pour leur femme, ils en prennent 3, vous voyez. Ils en prennent pas un comme chez nous, où c'est très cher pour nous. Donc vraiment, c'est un autre niveau de consommation, et les classes moyennes et supérieures consomment de manière enfin, vraiment lunaire. Vous avez aussi très peu de risques politiques. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, que ce soit les démocrates ou les républicains, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun. Voilà, vous n'avez pas de LFI aux États-Unis, vous voyez, en tout cas d'un point de vue économique. Vous avez, ils sont globalement d'accord sur tout. Ouais, c'est juste qu'il y en a qui sont un peu plus à gauche et d'autres vraiment plus à droite. Mais bon, globalement, c'est la même chose. Il n'y a pas vraiment de risque par rapport à ça. Et vous avez aussi un système fiscal qui est ultra favorable aux entreprises. Vous avez globalement très peu d'impôts. C'est vraiment, en gros, tout est fait aux États-Unis pour que les gens investissent à fond, innovent, etc. Donc si vous combinez à ça la mentalité des Américains qui ont toujours envie de faire beaucoup d'argent, bah, vous voyez, ça, en fait, si vous voulez, c'est un cercle vertueux qui fait que les États-Unis, en plus de tout ce qu'ils ont, ils sont 300 millions, 350 millions même, je crois. Voilà. Si vous voulez, c'est une boucle infernale, et l'Américain lui-même est un ultra-capitaliste qui fait que, voilà, ils innovent, et finalement ils amassent beaucoup d'argent, et donc leur indice et leur économie se portent très bien par rapport à nous Français, même nous Européens, ou même le monde de manière globale.
Et alors, pour nous, Français, c'est vraiment pas la même histoire, parce que déjà, on n'est absolument pas pareil que les Américains au niveau de notre mentalité, on va dire. Voilà, si vous voulez, les Français sont très sociaux. Enfin, c'est vraiment pour pas dire communiste que je dis ça, mais la réalité, c'est que voilà, en France, on dépense 53%, je crois même plus, de notre PIB dans le social, vous voyez, surtout dans les retraites. Et donc, on a un système qui est ultra social où vraiment nous on recherche pas la performance, on recherche pas à innover ou quoi que ce soit. Enfin, on a évidemment des entrepreneurs et encore heureux qu'ils le font, mais le français moyen, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est très dans le social, voilà, qui va se contenter de son petit job et qui va pas forcément avoir envie d'aller plus loin, d'innover, etc. Et de toute façon, même s'ils veulent le faire, parce que heureusement qu'il y a des gens qui le font encore en France, eh ben, ils se prennent des bâtons dans les roues, notamment avec la fiscalité. Vous voyez, la fiscalité en France, elle est enfin, pas dissuasive, mais en gros, c'est vraiment compliqué d'investir en France et de vraiment développer une grosse entreprise en France. Vous avez plein de bâtons dans les roues. Voilà. Vous devez payer, même quand vous avez fait 0% de chiffre d'affaires, vous n'avez rien fait en termes de chiffre d'affaires, vous devez payer déjà plein de cotisations, etc., etc. Donc c'est dissuasif, si vous voulez. Il faut des investissements énormes, il faut être sûr de son coût, il faut vraiment... Voilà. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas grave. Voilà, vous y allez, il y a personne qui va venir vous mettre des bâtons dans les roues, alors qu'en France, non, c'est vraiment pas la même chose. Et il y a aussi, évidemment, notre système politique. Là, la France est très instable au niveau politique. Bon, déjà, évidemment, depuis 2024, où on a ces problèmes, où on n'a pas de majorité, etc. Mais même hors, quand on a une majorité absolue à l'Assemblée et que le gouvernement peut décider de sa politique, eh bien la vérité c'est que on reste quand même instable au niveau des investisseurs. Pourquoi? Parce qu'en France, vous avez pour le coup des vrais partis de gauche et même les partis de droite sont plutôt à gauche. Donc si vous voulez, en France, c'est pas impossible du tout que par exemple vous ayez Monsieur Mélenchon qui arrive au pouvoir, qui privatise, qui nationalise plutôt toutes les banques, etc. Donc, vous voyez, il y a un vrai risque là-dessus. Alors qu'aux États-Unis, ça c'est un truc qui arrivera jamais. Ça, vous pouvez être sûr que même si les démocrates bien à gauche prennent le pouvoir, jamais ils feront ça. Mais là où je suis particulièrement inquiet pour l'avenir de la France, c'est que d'abord, on a 5,1% de déficit, donc ça c'est déjà un problème majeur actuellement. Mais en fait, pour moi, il n'y a aucun monde où ça se règle dans le futur. Parce qu'en fait, si vous voulez, le seul moyen cohérent et crédible de vraiment baisser les déficits, c'est pas, par exemple, comme dit la droite, enfin pas toute la droite, mais une certaine droite qui dit que c'est à cause des immigrés, c'est eux qui coûtent cher ou je sais pas quoi. Bon, les immigrés posent plein d'autres problèmes, mais sûrement pas économiquement parlant en fait. Ou en tout cas, pas autant qu'ils voudraient bien le faire croire. Et de l'autre côté, à gauche, vous avez des gens qui vous disent que justement, les entreprises qui sont nos fleurons français, LVMH, Hermès, tout le bordel, que ce serait de leur faute parce que c'est des méchants riches et que voilà, mais de toute façon, en fait, le problème c'est que la gauche n'est pas cohérent économiquement parlant du tout. Donc, en fait, l'argument n'est même pas viable, si vous voulez. Parce que là, vous comparez le problème du budget français avec, ce qui n'est pas un problème d'ailleurs, la capitalisation d'une entreprise, vous voyez. Justement, ce serait génial en fait si LVMH pouvait avoir 2 trilliards de capitalisation. Moi, je serais ravi, vous voyez. C'est-à-dire que l'entreprise se porte bien, qu'elle a une bonne perspective de croissance. Je serais super ravi. Et forcément, Bernard Arnault deviendrait plus riche, étant donné qu'il possède l'entreprise, ou en tout cas une partie des actions. Donc forcément. Enfin, vous voyez, il n'y a aucun rapport avec ce que possède Bernard Arnault et notre problème de déficit, vous voyez. Enfin, vous pouvez pas prendre l'entreprise de Bernard Arnault, lui prendre ses actions, donc l'exproprier, ni plus ni moins, et lui dire, bon, on va payer notre problème de retraite, etc. avec ton argent, vous voyez. Parce que de toute façon, vous pouvez plus le taxer après, en fait. Une fois que vous lui avez tout pris, vous pouvez plus le retaxer. Donc ça sert à rien. Voilà. Alors que là, actuellement, LVMH paye, je crois, 5 milliards d'impôts par an. Donc il contribue largement à notre pays, largement. Mais du coup, le problème principal, c'est qu'en fait, personne, et même le centre, pareil, personne n'accepte de voir la réalité en face. C'est-à-dire que la réalité, le seul moyen pour se sortir de ce bourbier financier, si vous voulez, c'est de s'attaquer à notre système social. C'est de s'attaquer en priorité aux retraites, parce que c'est ce qui coûte le plus d'argent, pardon. On est à, je crois, 253 € sur 1000 € de budget. Rien que pour les retraites. Et donc, si vous rajoutez tout le reste,
avec les dépenses de santé pour les retraités, mais bon, ça évidemment, il n'est pas question de toucher à ça. Mais vous voyez, en fait, du moment qu'on n'attaque pas le sujet des retraites, on sera dans ce problème-là. Et en fait, moi, je suis très pessimiste pour le coup, pour l'avenir de la France, parce qu'en fait, pour moi, aucun politique n'osera jamais toucher à ça. C'est-à-dire que dans le système républicain dans lequel on vit, le président, les députés, etc., ils ont besoin d'être élus. Et donc c'est le peuple qui les élit. Sauf que le problème, c'est que les vieux vont voter. Vous avez entre 18 et 20 millions de personnes âgées qui votent. Et donc, si vous vous présentez à la présidentielle ou à quelconque élection et que vous dites la vérité, c'est-à-dire qu'il va falloir toucher aux retraites, si on veut s'en sortir, je vous assure que personne ne va voter pour vous. Donc c'est-à-dire que vous allez jamais être élu. Donc en fait, et même si vous arrivez en poste et que vous faites ce qu'il faut faire, donc vous vous attaquez aux retraites, etc., vous voyez, hein, Macron, il a essayé de faire 1/10 de ce qu'il fallait vraiment faire, et voilà. Le résultat, c'est que c'est le président peut-être le plus impopulaire qu'on ait jamais eu, vous voyez. Alors qu'en réalité, il faudrait aller bien plus loin. Il faudrait, je vais peut-être être un peu extrémiste, mais il faudrait baisser les retraites de 50%, passer par capitalisation, et puis redémarrer le cycle économique normal. Bon, évidemment, ça c'est pas faisable dans la réalité, puisque ça poserait plein de problèmes, notamment de multiplicateurs budgétaires, pardon. C'est-à-dire que si vous coupez du pouvoir d'achat aux gens, pas que aux retraités, mais aux gens de manière générale, ils consomment moins, et étant donné que la consommation, ça fait 50% du PIB français, forcément, vous voyez, on gagne d'un côté, mais on perd de l'autre, vous voyez. Donc il faut arriver à un bon équilibre, mais en tout cas, il faut effectivement s'attaquer au problème des retraites. On ne pourra pas faire autrement. Et ça, c'est malheureusement la chose qui, je pense, va bloquer. Et donc, en fait, il y a deux solutions. C'est soit quelqu'un arrive et fait, entre guillemets, le kamikaze, c'est-à-dire qu'il est élu une fois, il fait tout ce qu'il y a à faire, et c'est l'homme le plus détesté de France, après il se barre. Donc vraiment quelqu'un qui, pour le coup, juste fait le kamikaze pour sauver la France. Soit, ça peut paraître fou ce que je veux dire, mais soit LFI. Il faudrait que LFI soit élu. Parce qu'en fait, si vous voulez, si LFI est élu, ils vont faire leur programme économique, etc. Mais étant donné qu'il n'est pas viable, où il y a genre 300 milliards de dépenses, alors qu'on est déjà dans une merde à plus de 200 milliards, en fait, si vous voulez, les investisseurs vont plus vouloir prêter à la France. Donc le pays va faire faillite, et donc, en fait, si vous voulez, ce serait le mieux qui puisse arriver à la France que la France fasse faillite. Pourquoi ? Parce que du moment que c'est une autre autorité que le gouvernement qui prend les rênes des finances de la France, ils vont tout redresser. Et là, ils vont faire ce qu'il faut faire. En fait, si on n'arrive pas à là, je pense que la France ne se redressera pas. C'est-à-dire que, à mon avis, ce qui est le plus probable en 2027, c'est que vous ayez un gouvernement, peu importe le bord, qui juste essaye de faire passer la pilule en faisant des toutes petites réformes, juste pour essayer de sauver un petit peu le système encore quelques années. Et en fait, ça va faire ça jusqu'au jour où les investisseurs vont dire stop, vont plus prêter à la France, et là, on va être en faillite. Donc en fait, moi je me dis, mieux vaut entre guillemets, un gros coup sur la tête maintenant, on galère pendant 1, 2 ans, 3 ans, mais après au moins on repart sur un cycle économique viable, et le pays va mieux, vous voyez. Alors que là, on va faire que s'enfoncer. Donc voilà, c'est soit on s'attaque au problème, soit on fait rien. Et à ce moment-là, c'est fini. Voilà, il n'y a plus qu'à déménager, et puis on n'en parle plus. Bon alors maintenant, si on fait une petite conclusion de tout ce dont on a parlé dans cette vidéo, être surpondéré en France, globalement, c'est une très mauvaise idée. C'est-à-dire que je comprends qu'en tant que Français, on a envie d'investir en France, mais objectivement, et je pense dans le futur, après vous pouvez être d'accord ou pas, je pense que c'est quand même une mauvaise idée dans le futur, mais effectivement, vous pouvez très bien avoir 5, voire 10% aller de votre portefeuille en France, vous voyez. C'est pas quelque chose qui est délirant. Mais il faut que vous ayez bien conscience des risques que cela implique. Et surtout, il y a aussi un autre problème qui, pour le coup, est assez mal compris des investisseurs. C'est-à-dire que les actions françaises de manière globale sont légèrement plus chères, je trouve, que les actions américaines. C'est-à-dire que, je prends un exemple tout con, mais LVMH se paye 22 de PE forward, alors que Nvidia se paye aussi 22 de PE forward, sauf que LVMH fait 3% de croissance par an, ou 5%, pardon, mais Nvidia fait 70% de croissance, vous voyez. Donc en fait, c'est comme si vous avez le choix pour le même prix, donc vraiment exactement le même prix, d'acheter soit une Twingo qui avance à 5 km/h, soit une Ferrari qui avance à 70 km/h, vous voyez.
Donc, enfin, et tout ça pour le même prix, hein. C'est-à-dire que c'est le même ratio PE, forward, en tout cas. Donc, vous voyez, enfin, c'est pas logique, dans ce contexte-là, c'est un peu fou d'acheter du LVMH au lieu d'acheter du Nvidia, sachant que, bon après on pourrait débattre de ça évidemment, mais enfin Nvidia n'arrive même pas à satisfaire la demande, si vous voulez. Alors que LVMH, à chaque fois qu'il y a des résultats, on se demande s'ils ont réussi à vendre autant que le trimestre d'avant, vous voyez. Donc en fait, c'est pas du tout le même problème. Vous avez d'un côté une entreprise qui croît de 60-70% par an, qui arrive même pas à satisfaire sa demande, qui a un backlog, donc un carnet de commandes de 1 trilliard, vous voyez. Et de l'autre côté, vous avez LVMH qui croît de 5%, qui galère à maintenir ses ventes en Chine, etc. Et tout ça pour le même prix. C'est-à-dire que les deux se payent aussi cher. Enfin, pour moi, je suis désolé, mais quand on sait ça, il faut peut-être être un peu fou pour choisir LVMH, vous voyez. Quand bien même on est patriote. Enfin, quand on investit en bourse, on s'en fout un peu du patriotisme ou je ne sais quoi. Ce qui compte, c'est faire de l'argent, vous voyez. Enfin, en tout cas, moi je le vois comme ça. Dans une certaine mesure et dans un certain cadre, évidemment. Je vais quand même vous donner mon top 5, entre guillemets, des meilleures valeurs que je préfère en France. Pour moi, la meilleure, c'est Schneider Electric. Parce que déjà, c'est relativement cohérent au niveau de la valorisation. Pour moi, il y a de belles perspectives de croissance, surtout dans la branche data center, parce que Schneider s'occupe, mais évidemment pas le seul, de tout ce qui est infrastructure électrique, mais aussi des infrastructures de refroidissement dans les data centers, etc. Et étant donné que c'est un secteur auquel je crois particulièrement et qui croît très vite et très fort et qui va continuer à le faire, vous voyez, je pense que Schneider a plutôt une bonne place. En deuxième, je mettrais Air Liquide, parce que pour le coup, Air Liquide intervient aussi dans la chaîne des semi-conducteurs, etc. Mais elle intervient en fait, si vous voulez, en gros, quand vous avez le silicium et donc quand les wafers sont fabriqués, donc les wafers, si vous voulez, c'est des plaques de silicium ultra pures qui font 30 cm et 0, je sais pas quoi de large. Et en fait, si vous voulez, Air Liquide intervient avec Linde aussi, une autre entreprise qui fait pareil qu'Air Liquide, pour gazifier ou je ne sais quoi, j'ai pas les termes techniques exacts, hein, mais en gros pour lisser, si vous voulez, le wafer, donc la plaque de silicium, qui est ensuite envoyée à TSMC et qui fait, donc après les gravures, tout le bordel, enfin je vais pas tout vous refaire la chaîne, mais vous avez compris. Donc ça, je pense que c'est plutôt cohérent. Et donc ensuite, pour la suite, pour les 3 dernières, objectivement, je verrai que des actions de défense. C'est-à-dire que je mettrais d'abord Dassault Aviation, parce que pour moi, l'ingénierie française dans les avions de combat est exceptionnelle. On le voit dans les ventes, etc. Enfin, Dassault Aviation est vraiment top. Donc en plus, dans ce contexte géopolitique mondial qui est un peu bousculé, je pense que ça a vraiment beaucoup de sens d'aller sur Dassault. Après, j'ai plus les valorisations en tête, hein, donc peut-être que ça vaut pas trop le coup actuellement, ou en tout cas on pourrait rentrer un peu mieux, mais bon, sur le principe, voilà. Je mettrai aussi Safran, dans le même domaine qui est vraiment pas mal. Et je mettrai aussi Exosense en 5e, en dernier, qui est aussi pas mal, qui est un peu plus petite comme boîte, donc il faut pas trop prendre de risques non plus dessus. Mais globalement, c'est une boîte qui est assez cohérente, qui je pense a de l'avenir. Donc voilà, je pense que c'est un bon top 5. Après, je mets pas de valeur de luxe, parce que pour moi, enfin c'est un peu... En fait, pour moi, c'est très peu défensif quand même, malgré la vision qu'on en a. Hermès est quand même bien plus défensif, effectivement, que LVMH. Mais bon, je trouve que ça se vaut. Et globalement, j'aime pas trop ces valeurs-là. Parce que pour moi, en cas de vraiment récession, c'est ce qui saute en premier, vous voyez. Donc, bon, après, peut-être pas, hein. Vous avez toujours les gens vraiment de la classe aisée supérieure qui vont continuer à acheter leur sac Hermès, etc. Et, enfin, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais peut-être que ce sera en moindre mesure si jamais le contexte se présente, enfin, vous voyez. Donc je sais pas trop, mais voilà, en tout cas je suis pas très fan des valeurs de luxe, surtout que ça se paye cher pour le coup avec l'exemple qu'on a pris entre LVMH et Nvidia, vous voyez. Donc voilà, je suis pas très fan. Mais bon voilà, en conclusion, évidemment le marché français, en tout cas les valeurs françaises ne sont pas toutes achetées, et encore heureux, on a quand même de belles choses dans notre pays, on a de belles actions, on a de super entrepreneurs, etc. Mais ce qui coince, vous l'avez compris, c'est plutôt de l'autre côté, du point de vue économique, où là, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui va correctement, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'ai quand même peur pour l'avenir que ça influe beaucoup sur la croissance de nos valeurs. Et enfin, objectivement, il n'y a pas vraiment d'autre solution, hein.
si ce n'est un kamikaze qui vient sauver la France en one shot un peu, mais bon, ça j'y crois pas trop non plus. Mais bon voilà, tout n'est pas acheté, et évidemment que c'est toujours bien d'avoir 5, maximum 10% de ses actions en France. Pourquoi pas, c'est cohérent. Surtout que nous, on est français, bon, ça a du sens. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, si vous voulez suivre la suite et d'autres vidéos, on va peut-être aussi faire une vidéo d'économie par rapport spécifiquement aux problèmes français. Donc voilà, abonnez-vous si vous voulez suivre ça, et voilà.